Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un nouveau pays. Le pays qui fut malheureusement connu pour avoir été le plus bombardé au monde, mais aussi le pays qui est connu pour celui du million d'éléphants. Eh bien aujourd'hui je vous emmène dans un pays méconnu et pourtant qui a des liens avec la France. Je vous emmène au Laos. Alors, si cela vous intéresse, je vous invite à regarder le reste de la vidéo. Le Laos est un pays d'Asie du Sud-Est. Et d'ailleurs, c'est le seul pays enclavé d'Asie du Sud-Est. En effet, il a pour voisins au nord le Myanmar et la Chine, que nous avons vu. À l'est, vous avez une longue frontière de 1000 km avec le Vietnam. Au sud, une frontière avec le Cambodge. Et enfin, une autre frontière de 1000 km avec la Thaïlande. Le Laos est le pays des Lao, d'où son nom. Enfin, ces frontières sont naturelles puisqu'ils partagent avec le Myanmar et la Thaïlande le Mékong comme frontière. Et d'ailleurs, si l'Égypte est un don du Nil, eh bien, on devrait dire la même chose pour le Laos, qui est un don du Mékong. Alors, regardons plus en détail le relief. Eh bien, on constate que le Laos, en fait, est un pays qui s'étend du nord-ouest au sud-est, qui ressemble d'ailleurs un peu à une casserole avec une tige. Et l'altitude moyenne du pays est de 700 mètres. En fait, comme vous pouvez le constater sur cette carte, 70% du territoire laotien est composé de montagnes ou de vallées inaccessibles, inhospitalières, composées de forêts denses. En effet, la plupart du territoire laotien est très peu propice à l'agriculture. Mais vous avez deux exceptions, notamment au nord où vous avez ce qu'on appelle la plaine des Jars ou le Siang Krong Plateau, où vous avez effectivement des montagnes et des vallées verdoyantes composées de rivières, de grottes et de cascades. Vous avez une autre exception autour de la ville de Vientiane. Au centre du Laos, vous pouvez constater la cordillère anamitique dont nous avons déjà parlé lors de la vidéo sur le Vietnam. En effet, cette cordillère, c'est plus qu'une frontière entre le Laos et le Vietnam, c'est aussi une barrière culturelle. Effectivement, le Vietnam et le Laos sont en Indochine. Indochine, c'est effectivement l'Inde et la Chine qui ont influencé ces pays. Et bien que le Vietnam soit plutôt, comme on l'a vu, très influencé par la Chine, il en va différemment du Laos, qui lui a été beaucoup plus indianisé. On constate également que les pics les plus élevés de la chaîne anamitique sont situés du côté laotien. On peut notamment citer le mont Bia, à plus de 2800 mètres d'altitude, suivi du mont Sai Lai à 2700 mètres et le mont Rao à 2234 km. À noter que cette cordillère s'étend sur plus de 2000 km. Enfin, au sud, vous avez le plateau Bolovance. Le plateau Bolovance s'élève à plus de 1100 mètres d'altitude. C'est une région qui est très fertile et c'est ainsi que l'on retrouve la plantation ou la production de café du Laos. Il faut également noter que la cordillère anamitique est une cordillère qui va justement donner naissance à un certain nombre de cours d'eau. On peut citer au nord le Ta, le Naum, le ou également au centre le Kading, le Bongphai, au sud le Bonghang, le Don ou le Kong. Alors la plupart vont se déverser vers le Mékong, mais certains vont se déverser vers le golfe du Tonkin comme le Ma ou le Chou. Alors nous avons nommé le Mékong, eh bien le Mékong, on l'avait déjà vu, la moitié est en Chine, mais l'autre moitié du Mékong est au Laos. En fait, la plupart du Mékong borde le Laos et ne le traverse pas. Mais c'est important puisque 80% du potentiel hydraulique du Mékong se trouve au Laos, d'où les nombreux barrages. Enfin, il faut noter que le Mékong n'est pas une voie navigable facile puisque au sud vous avez les chutes de Koné qui empêchent ou qui empêcheraient le désenclavement du Laos puisque ça empêche tout simplement la navigabilité du Mékong vers son delta. Il faut enfin noter que le climat est tropical sur les rives du Mékong alors qu'il est tempéré au nord et à l'est dans les régions montagneuses. Le pays
est peuplé à peu près de 7,5 millions d'habitants, ce qui fait que c'est un pays très peu peuplé. Le Laos est un petit pays. Déjà, de par sa superficie, 236 000 km², c'est tout simplement l'un des plus petits États de la région, les États l'un des plus faiblement peuplés et aussi l'un des plus densément moins peuplés puisque vous avez que seulement 26 habitants au kilomètre carré. Il faut aussi noter qu'en 2000, à peine un quart des Laotiens vivaient dans les zones urbaines. Aujourd'hui, ce chiffre s'élève à 38%. Donc, le Laos demeure un pays rural. Parmi les capitales ou les villes du pays, nous devons d'abord citer Vientiane. Vientiane, c'est la capitale du Laos. Avec 700 000 habitants, eh bien, Vientiane regroupe 10% de la population laotienne. Vientiane a été fondée en fait en 1540 par Photisara et il a été ensuite la capitale d'un royaume, le royaume de Vientiane en 1707. Il a été annexé avant d'être pillé par les Birmans et il a été annexé par le Siam avant de devenir à la fin du 19e siècle la capitale du protectorat français du Laos où les Français ont installé un plan en damier. Lorsqu'en 1975, le nouveau régime s'installa, eh bien, il incita les habitants du Vientiane à quitter la ville pour revenir dans leur province. La deuxième ville du pays est Savannakhet. Savannakhet, en fait, est connue parce que, donc, il y a 125 000 habitants, il est connu parce que c'est la ville natale de Kaïsone Phomvihane que nous allons voir, qui est un premier ministre qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire de ce pays. Savannakhet est important parce qu'il est situé au croisement des routes. Les routes du nord au sud qui mènent de Vientiane à Pak Se et les routes d'est en ouest qui mènent du Vietnam à la Thaïlande. Enfin, vous avez Pak Se, 70 000 habitants, qui est la véritable capitale du sud du Laos. C'est une ville importante puisque ça va être le débouché naturel des produits du plateau de Bolovens, dont le café. Mais c'est aussi un hub touristique puisqu'il permet justement l'accès aux grottes, notamment les grottes de Wat Pho ou les chutes de Kone. Enfin, Pak Se était elle aussi une ville d'un ancien royaume, le royaume de Champasak, qui va durer jusqu'en 1946. Ensuite, la dernière, bien évidemment, c'est Luang Prabang. Alors, Luang Prabang avec seulement 55 000 habitants est pourtant la ville la plus touristique du Laos. En effet, Luang Prabang est tout simplement une ville classée au patrimoine de l'UNESCO parce que c'était la capitale du Langsang pendant plus de 400 ans. En fait, son inconvénient, c'est-à-dire sa faible accessibilité, puisqu'il est situé dans une région très montagneuse, va en faire son atout aujourd'hui, puisque cela lui a permis de préserver son architecture à la fois traditionnelle. Vous avez un tiers du territoire Luang Prabang qui est composé de temples, mais aussi son architecture coloniale que l'on peut admirer aujourd'hui. Le Laos, en fait, est composé de 17 provinces. On peut d'abord constater que les provinces ont à peu près une taille similaire, entre 10 000 et 16 000 km², même si la plus grande est la province de Savannakhet. On peut également constater que les trois provinces les plus peuplées, donc Savannakhet, Champasak et Vientiane, correspondent en fait aux villes que je viens de mentionner, Vientiane, Pak Se et Savannakhet. Les moins peuplées sont en général des régions montagneuses comme Luang Namta, Sekong ou Sai Sombon qui sont à la fois situées au nord, à l'est ou au sud. Alors, regardons plus en détail quelle est la spécificité de certaines de ces provinces. Au nord, on peut constater la province de Phong Salet. Alors, province la plus septentrionale du Laos, elle est donc idéalement située pour être ouverte sur la Chine et donc vous avez énormément d'investissements chinois dans cette province, mais ce n'est pas la seule. Vous avez également d'autres provinces qui sont très orientées vers les investissements chinois. Vous avez la province de Dudongsai qui est une région qui est très montagneuse et vous avez également dans le nord de fortes minorités ethniques, donc là ça va être 60% des Khmu. Vous avez la province de Luang Namta où là vous avez 97% de minorités ethniques. Vous avez la province de Bokeo qui signifie la mine de pierres précieuses. Et en fait, c'est l'une des plus petites, mais aussi c'est une destination importante pour l'écotourisme. Vous avez la province de Saibori qui a été arrachée au Siam historiquement. C'est aussi la province qui contient le plus d'éléphants. Et comme vous pouvez le voir, c'est aussi la deuxième province la plus urbanisée du Laos. Enfin, il faut noter au nord la province de Houaphanh
qui a été connu puisque c'est là, dans ces grottes, que le Pathet Lao se réfugiait pendant la guerre civile. Et vous avez la province de Xionghuang, qui est en fait là où on trouve la fameuse plaine des jarres. Et c'est aussi malheureusement la province qui a été le plus bombardée. Ensuite, pour finir, vous avez la province de Vientiane qui a été détachée de la ville de Vientiane. Et c'est là que vous allez retrouver un site touristique, Vang Vieng, qui est connu pour sa grotte et sa rivière. Ensuite, au centre, on peut situer la province de Sangbonum. Alors, Sangbonum, elle est peuplée aussi de Hmong et elle est composée d'une mine d'or. Vous avez ensuite la province ici de Khammouane. Alors, la province de Khammouane, elle a pour capitale Takek, qui est une ville très connue pour son héritage colonial. Vous avez également les deux barrages. Alors, vous avez un barrage ici au niveau de la province de Vientiane et vous en avez un autre qui est ici au centre, qui est le barrage de Nan Theun 2, qui permet au Laos de produire de l'hydroélectricité, qui est l'un des biens les plus importants du Laos. Et enfin, nous pouvons nommer la province de Borik Khamsai, qui est connue pour ses grottes. Au sud, nous pouvons situer les provinces de Sekong ou de Saravan, qui sont malheureusement les provinces les plus pauvres du pays ou les moins peuplées. Si vous souhaitez visiter ce pays, nous avons le site de Mong Ngoy, qui est une ville très touristique en raison des montagnes karstiques, la fameuse ville de Vang Vieng que je mentionnais auparavant, la plaine des jarres qui sont justement des sarcophages. Vous avez le plateau de Boloven qui est connu notamment pour ses cascades. Vous avez des parcs nationaux comme le Nam Han National Park ou le Nam Khan National Park. Vous avez le Si Phan Dong qui est en fait les 4000 îles au sud du pays. Vous avez la boucle de Takek et enfin vous avez la ville de Nong Khiao. Dernière chose à signaler, c'est la langue officielle. La langue officielle du Laos, c'est le laotien ou le lao. Alors, à noter, au début de la vidéo, je dis Laos, mais Laos en Laos se dit Lao. On ne prononce pas le S final. Bien évidemment, cette vidéo est en français, donc je prononce le S. Alors, le laotien, en fait, a différentes variétés dialectales entre le nord, le centre et le sud, mais sont tout à fait compréhensibles. Le laotien, en fait, est une langue du groupe Thai Kadai, donc du même groupe que le thaï. Mais en fait, la différence entre le thaï, qui est langue officielle de la Thaïlande, et le lao, fait que les laotiens comprennent très bien, et surtout ils le comprennent davantage parce que vous avez des séries télévisées, vous avez des émissions de radio thaïlandaises qui sont très suivies au Laos, mais ils ne le parlent pas, donc ils le comprennent plus qu'ils le parlent. Vous avez, en fait, le lao est une langue qui est parlée par 30 millions de locuteurs dans le monde. Seulement 3 millions au Laos, et donc le reste est à l'extérieur du Laos. Essentiellement, vous avez 15 millions de personnes qui parlent, notamment dans la région de l'Isan, qui est au nord-est de la Thaïlande. Le lao est très proche de l'Isan. Et puis ensuite, vous avez la diaspora. Le lao utilise également, comme le thaï, un alphabet qui est dérivé du pali, ce qui explique pourquoi vous avez effectivement des similitudes, mais ce sont deux alphabets complètement différents. Enfin, le Laos est composé de plus de 130 ethnies, et donc il serait difficile d'énumérer toutes les ethnies. Mais on peut également considérer que ces ethnies sont importantes, puisqu'elles forment 50% de la population et occupent les 3/4 du territoire. Alors, étant donné qu'on ne peut pas nommer les 130 ethnies, on va plutôt les nommer par catégorie, par groupe, et notamment par les familles. Alors, la première famille, effectivement, à noter, c'est la famille des Thai Kadai. Alors, les Thai Kadai, en fait, ce sont ce qu'on appelle les Lao des plaines, ou en Lao, les Lao Lum. Ils forment à peu près 2/3 de la population laotienne. Et sur ces 2/3, donc les Thai Kadai, on peut notamment nommer les Lao, mais aussi les Thai Lao, les Thai Dam, les Thai Lu, les Thai Dang, les Thai Cao. Et en fait, sur ce groupe des Thai Kadai, 70% sont composés de Lao. Donc vous voyez que le groupe majoritaire au sein des Thai Kadai, ce sont les Lao. Mais en considérant l'ensemble de la population laotienne, ils ne forment qu'à peine 46%. Donc c'est-à-dire qu'une faible et courte majorité de la population laotienne est composée de minorités ethniques. Ensuite, vous avez, dans un deuxième temps, qui compose à peu près 25% de la population laotienne, vous avez la famille austro-asiatique. Ce sont ce qu'on appelle les Lao des collines. En fait, c'est ce qu'on appelle les Lao Tang. Et en fait, ils comprennent notamment les Khmu, qui sont très présents, comme on a vu, au nord du Laos, mais aussi le Brou, le Katan, le Laven, le Ma, le Taliang, le Phong ou le Katu. Parmi ce groupe, il y a aussi le vietnamien qui forme 1,6% de la
population laotienne. La troisième catégorie de familles, ce sont les familles Hongmiennes que nous avons déjà vues lors de la vidéo sur la Chine. Ils concernent effectivement les Hmong, les Miao, et en fait, ils comprennent 7,5%. On les appelle les Lao des montagnes, les Lao Sung, parce que justement, ils sont arrivés tardivement au 19e siècle et ils ont occupé les espaces qui restaient, c'est-à-dire les espaces les moins hospitaliers sur les montagnes. Il faut nommer une dernière famille, c'est la famille sino-tibétaine que nous avons déjà vue en Chine. Là, vous avez 3% de la population qui est de cette famille, notamment des groupes linguistiques comme l'Hakka, le Funoy ou le Yu, mais effectivement, elles sont parlées par de très petites communautés linguistiques. Alors, la question, c'est effectivement comment on est arrivé dans cette variété, puisqu'on a vu que le Laos est un petit pays, mais c'est effectivement le pays qui regroupe le plus de groupes ethniques de toute la région, donc qui est le plus divers ethniquement parlant. Eh bien ça encore, c'est l'histoire qui va nous le dire. Alors, l'origine du Laos ressemble à ce qu'on a vu lors de la vidéo du Vietnam, puisque effectivement, les archéologues ont retrouvé que les premiers habitants de ce pays étaient les populations australo-mélanésiennes. Et ces peuples vont être suivis par des membres de la famille austro-asiatique. C'est ce brassage qui va conduire effectivement à la formation des Lao des collines, notamment les Kamu, les Brao ou les Katang. Il faut également noter que du moins 500 à peu près 200, 300 de notre ère, vous avez l'émergence, l'essor d'une société commerciale qui va notamment être marquée par la présence de mégalithiques. Ces mégalithiques qu'on appelle la plaine des jarres. La plaine des jarres, en fait, c'est tout simplement des sarcophages en pierre. Et cette société va s'effondrer. On constate un peu plus tard, au début de notre premier millénaire, on voit que le sud du Laos est sous l'influence des différents empires khmers. On peut d'abord citer le Funan, puis ensuite le Shenla et enfin l'empire khmer d'Angkor. Mais tout ceci, nous allons parler plus en détail dans la vidéo sur le Cambodge. Alors, en fait, le peuple Lao, et donc les peuples thaïs, vont arriver vers le 8e siècle. Entre le 8e et le 12e siècle, on constate une migration de ces peuples thaïs et qui vivaient justement dans le sud de la Chine, on l'a vu dans la vidéo sur la Chine, et qu'ils vont migrer à partir du 8e siècle pour plusieurs raisons. Alors, on l'a vu dans la vidéo sur le Yunnan qu'il existait un royaume très important qui est le royaume des Nanzhao. Ce royaume doit effectivement subir quand même constamment à la fois les pressions des empires tibétains ou chinois, et cela aurait pu déjà conduire une certaine partie de la population thaï à migrer vers la péninsule indo-chinoise. Mais on constate également une certaine pression démographique et aussi peut-être une volonté pour certaines communautés de s'installer sur les routes commerciales entre l'Inde et la Chine. Et donc tout cela fait que progressivement, ces Thaïs vont migrer donc du sud de la Chine vers le Laos et la Thaïlande actuelle pour former effectivement la majorité de la population. Vous en trouvez également en Birmanie, mais il faut aussi noter que la dernière vague d'immigration a peut-être eu lieu lorsque les Mongols sont arrivés. N'oubliez pas que le Yunnan a été rattaché à l'empire chinois au moment des Yuan, des Mongols, et par conséquent, cela aurait pu enfin accélérer ou achever de convaincre certaines communautés thaï de migrer vers la péninsule indo-chinoise. Et en arrivant, ces peuples Lao vont effectivement fonder des petites principautés, notamment une autour de Luang Prabang, mais effectivement rien par rapport à la puissance khmer qui dominait le sud du Laos jusqu'en 900 et qui dominait jusqu'à Vientiane jusqu'en 1100. Alors, le véritable fondateur du Laos et du premier royaume laotien, ça va être finalement Pha Nguom. Alors Pha Nguom, c'est à la fois une légende et du coup les sources sont différentes en fonction les histoires sont différentes en fonction des sources. Alors c'est un prince laotien qui est né à Luang Prabang, qui a été du coup exilé de par son père et qui a grandi dans la cour khmer d'Angkor. Lorsqu'il atteint l'âge adulte, l'empereur khmer lui donne une armée de 10 000 soldats afin de stabiliser ces petits royaumes laotiens du nord du Laos.
et afin de se prémunir effectivement contre tout raid ou toute invasion de leur part. Et en fait, Falun va aller au-delà des espérances de son mentor, l'empereur Khmer, puisqu'il va non seulement renverser son grand-père, qui était toujours résident à Luang Prabang, mais il va aussi unir les différents États Lao. Et donc, il va créer pour la première fois un État, un royaume Lao, que l'on va nommer le Lan Xang, qui va durer de 1353 à 1707. Alors, le Lan Xang, en fait, c'est tout simplement le royaume du million d'éléphants. Et en faisant, étant donné qu'il a été éduqué dans la culture khmer, il va importer la culture khmer et le bouddhisme Theravada au-delà de la rive orientale du Mékong, qui était pour le moment plutôt des ethnies montagneuses pratiquant plutôt l'animisme que le bouddhisme. Ensuite, cette dynastie va continuer. Alors, il va malheureusement, Falun Gong, se faire renverser par ses ministres parce qu'il va perdre un peu la réalité des choses. La dynastie Lan Xang va continuer. On peut notamment citer 200 ans plus tard Photitsara. Alors, Photitsara, il est connu parce qu'il va mener l'extension maximale du Laos, donc en incluant le Laos actuel, mais aussi l'Isan ou Chiang Mai. En plaçant son fils sur le trône du Chiang Mai, il va en fait inciter l'intervention des Birmans. Or, au XVIe siècle, les Birmans sont une puissance importante. En annexant cet État tampon, eh bien, les Birmans vont piller de nombreuses fois le royaume des Lan Xang. Et c'est pour cela que lui ou son fils va changer la capitale, Vientiane, entre 1540 et 1560, d'être mieux protégé, d'éviter le pillage birman, mais aussi parce que la ville est beaucoup plus accessible et est sur le Mékong et du coup sur une route commerciale. Mais cela ne va pas empêcher, à la fin du règne du fils de Photitsera, qui est Setatira, va justement mener à la fin à une domination, une occupation birmane qui va durer 18 ans. Puis, le dernier grand souverain de la dynastie des Lan Xang va être Surya Vongsa, qui va régner au XVIIe siècle entre 1637 et 1694. Et lui, à nouveau, ça va être l'âge d'or du Laos. Il va véritablement poser les frontières actuelles du Laos avec le Vietnam, donc la cordillère namitique, et la Thaïlande. Malheureusement, à la mort de ce souverain, qui peut-être n'a pas assez suffisamment préparé sa succession, eh bien, à peine 10 ans après sa mort, le royaume des Lan Xang va être divisé en 3 royaumes, et notamment au nord, le royaume de Luang Prabang, au centre, le royaume de Vientiane, et au sud, le royaume de Champasek. Et donc, au final, on se retrouve au XVIIIe siècle avec un Laos très affaibli. Alors, la Chine, elle est embourbée dans ces différents problèmes qu'on a pu voir dans la vidéo sur la Chine. Le Vietnam, lui, effectivement, tout au long du XVIIIe siècle, est occupé au cours de sa guerre civile entre Nguyen et le Dai Viet. Et donc, finalement, la puissance qui va profiter de l'affaiblissement du Laos va être le Siam voisin, qui est aujourd'hui la Thaïlande. Et du coup, le Siam va petit à petit vassaliser les 3 provinces laotiennes. Alors, les Laos n'acceptent pas forcément cette suzeraineté thaïlandaise. Et lorsqu'on peut le voir, le dernier roi de Vientiane, Shao Anu, qui va être roi de 1805 à 1828, va essayer de se révolter contre la suzeraineté siamoise, mais effectivement, elle va conduire l'annexion pure et simple du Vientiane par le Siam, parce qu'en fait, le souverain escomptait une invasion britannique du Siam, puisque les Britanniques s'étaient installés en Birmanie et ils pensaient que justement, il aurait pu détourner l'attention du Siam. Donc, on constate au milieu du 19e siècle une ingérence, une domination thaïlandaise, mais aussi une domination vietnamienne qui vont soutenir plus ou moins les différents royaumes du Nord. Les Siamois vont donc installer des garnisons militaires sur la cordillère Annamitique en vue de se prémunir de toute invasion vietnamienne. Et finalement, le danger ne viendra pas des Vietnamiens, mais il viendra bien du Vietnam, mais par les Français. Effectivement, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, les Français se sont installés en Cochinchine, puis ensuite dans le Tonkin et l'Annam. Les Français souhaitaient maîtriser le Mékong, et notamment vis-à-vis des Britanniques. Le but, l'installation des Français en Indochine, c'est effectivement pouvoir disposer d'une base pour le commerce en Chine. L'objectif, c'était vraiment la Chine. Donc, du coup, ils pensaient que le Mékong permettrait d'accéder à la Chine centrale. N'oubliez pas que la Cochinchine, c'est le delta du Mékong. Différents explorateurs vont justement naviguer sur le Mékong. On peut notamment nommer Garnier, le lieutenant Garnier. La guerre franco-prusse
va en fait remettre à plus tard l'invasion française du Laos. Mais pour autant, ces installations thaïlandaises ou siamoises dans la cordillère annamitique vont être assimilées par les Français comme une expansion, une agression thaïlandaise. Vous avez effectivement ce monsieur qui est Auguste Pavie, qui est à la base un simple agent travaillant dans les télécommunications et qui va se transformer comme un explorateur, un diplomate, et il sera également le premier consul de Luang Prabang. Et donc en 1887, il arrive à Luang Prabang et il va sauver le roi Ung Kam d'une attaque de bandits chinois. Et en retour, le roi lui sera reconnaissant et Auguste Pavie va en profiter pour justement nouer des liens très forts avec la royauté de Luang Prabang. Bien sûr, tout ceci ne plaît pas aux Thaïlandais. Différents accrochages entre la France expansionniste et le Siam souhaitant demeurer au Laos vont conduire effectivement à la guerre franco-siamoise de 1893, au cours de laquelle, effectivement, le rapport de force n'est pas du tout le même. Les navires français vont bombarder Bangkok, donc à la suite du refus siamois d'un ultimatum. Et au final, eh bien, le pouvoir siamois est obligé de signer un traité en défaveur des Français, au cours duquel, eh bien, les Siamois vont devoir se retirer du Laos, mais également redonner les provinces occidentales qu'ils avaient prises au Cambodge. Donc, c'est ce qui explique finalement les frontières actuelles du Laos et du Cambodge vis-à-vis de la Thaïlande. Alors, si on fait le bilan de la colonisation française, en fait, c'est une présence française qui est très légère, effectivement. Pourquoi? C'est parce que, effectivement, c'est un territoire qui est éloigné, qui est peu accessible, et puis c'est aussi le parent pauvre de l'Indochine française. Le budget du protectorat du Laos, donc c'est un protectorat, ce n'est pas une colonie, donc c'est-à-dire que les affaires intérieures sont gérées habituellement par les autorités traditionnelles, notamment ici le roi. Les Français vont plus s'occuper de la diplomatie, de l'armée, mais également ils vont commencer à collecter des taxes pour construire, développer des infrastructures au Laos. Et effectivement, ça peut être le principal problème, puisque les Français vont aller à l'encontre de l'intérêt de certains Laos, notamment le Lao des collines, en développant le commerce, et parfois pas le commerce qu'ils souhaitent, par exemple l'opium, en abolissant par exemple l'esclavage, parce qu'il y avait un commerce de l'esclavage qui était très lucratif pour les populations, et en faisant payer des impôts, et si on ne pouvait pas, en demandant des corvées. La corvée va être abolie par le Front populaire en 1936. Donc, on a effectivement une présence coloniale avec un bilan mitigé. Certes, les Laotiens s'accommodent de la présence française par rapport aux Siamois, mais effectivement, vous avez tous ces désagréments qui arrivent. Et puis, étant donné que ce n'est pas une colonie rentable pour les Français en raison de son sous-peuplement, eh bien, ils vont inciter une immigration vietnamienne, de sorte qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, la moitié de la population de Vientiane Chanh est en fait vietnamienne. Vous avez même quasiment 85% de la population du Ta Kek ou 2/3 de la population de Pak Se. Donc vous voyez que, et effectivement, ces Vietnamiens sont aussi souvent employés à des postes un peu plus hauts que ceux des Laotiens. On va constater à partir des années 20 une relance de la colonisation française en développant un peu plus des services au niveau de la santé, au niveau des écoles, mais effectivement, ça va être très vite interrompu à cause de la crise de 1929. Et enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, le président général de Vientiane Chanh, français, va construire presque 7000 écoles, chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Et malheureusement, la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est pour effectivement arrimer les Laotiens à l'empire colonial, puisque à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un détachement des troupes japonaises vont arriver au Laos. Ils vont presser le roi Sisavangong à déclarer son indépendance. Lorsque les Français arrivent juste après, il va justement se dédouaner de sa responsabilité en disant que c'était la pression des Japonais. Mais le rapport de force est différent. On l'avait vu dans la vidéo sur le Vietnam, et notamment avec la création du Parti communiste indo-chinois. Et donc, du coup, les Français étant dans un nouveau rapport de force, en 1946, considère le roi Sisavangong pas seulement prince de Luang Prabang, mais de tout le Laos, et donc instaurer une monarchie constitutionnelle. En 1950, ils vont accélérer la formation et la reconnaissance d'une armée nationale laotienne dans le cadre de la guerre qui est en train de s'effectuer, la guerre d'Indochine. Et en 1953, au même titre que le Cambodge, eh bien, le Laos va devenir indépendant. Et malheureusement, le Laos ne va pas bénéficier de cette indépendance, puisque à peine 6 ans
après l'indépendance, une guerre civile va éclater qui va durer de 1959 à 1975 entre le gouvernement royal et le régime communiste, le Pathet Lao. Alors, il faut voir un lien intrinsèque entre le Viet Minh et le Pathet Lao. Le Pathet Lao va bénéficier de l'aide constante du Viet Minh. Le territoire laotien va jouer un rôle crucial dans la guerre du Vietnam parce que l'on avait déjà cité dans la vidéo sur le Vietnam que c'est sur ce territoire que va être construite la fameuse piste Ho Chi Minh. Et ce qui vaudra justement au Laos d'être le plus bombardé au monde par les Américains. Et donc du coup, ce Viet Minh va jouer un rôle important dans le Pathet Lao et notamment dans le Parti révolutionnaire populaire Lao. Les choses vont s'accélérer après les accords de Paris de 1973, on en a parlé, qui met fin à la guerre du Vietnam, suivi, comme on l'a vu, par l'occupation du Sud-Vietnam par le Viet Minh, donc l'unification du Vietnam, et aussi ensuite l'attaque du Cambodge par le Vietnam. Donc, se sentant encerclé, effectivement, le Pathet Lao va redoubler d'efforts et va prendre Vientiane Chanh en 1975. Et donc, depuis 1975, c'est une victoire du Pathet Lao qui va justement gouverner l'État Lao. Cette victoire ne va pas se faire sans résistance, au contraire. Déjà, vous avez une résistance, on va dire, historique des Hmong vis-à-vis du gouvernement central. Ils ont notamment aidé les Américains pendant la guerre du Vietnam. Vous allez avoir également l'envoi de la famille royale vers des camps où malheureusement ils vont trouver la mort. Vous avez également, à l'exception de ce prince, une purge, puisque tous les milieux des affaires où les gens instruits vont plutôt partir. À peu près 10% de la population va quitter le pays en 1977. Et vous allez avoir à la tête le Premier ministre Khaesson Phomvihane. Alors, ce Premier ministre, d'abord, il souhaite transformer la société laotienne sous le modèle vietnamien puis soviétique, notamment installant la collectivisation de l'agriculture. La socialisation de l'industrie ne pouvait pas se faire puisque ce n'était pas du tout un pays industriel. Et l'isolement progressif du Laos suite à l'émergence du Vietnam, et notamment le fait que, comme je l'ai expliqué, lorsque le Vietnam occupa le Cambodge, la Chine va protester, donc le Vietnam en retour va demander au Laos de couper ses relations diplomatiques, eh bien, ça va inciter ce dirigeant, Khaesson Phomvihane, à non plus adopter le modèle soviétique, mais au milieu des années 80, en 1986 exactement, à adopter un modèle plutôt orienté vers celui de Deng Xiaoping. C'est-à-dire qu'il va ouvrir progressivement l'économie laotienne au capitalisme et ainsi il va mettre fin à la collectivisation et les agriculteurs vont pouvoir vendre leurs propres biens. Et ces réformes vont avoir un impact très important puisqu'ils vont permettre au Laos de se sauver et aussi de l'ouvrir aux investisseurs. Alors, c'est ainsi que le Laos va adopter en 1991 sa constitution et c'est ainsi qu'aujourd'hui c'est une république du coup, et avec une assemblée parlementaire, l'Assemblée nationale. Donc on voit l'influence du modèle français. C'est un système monocaméral, on le voit aussi souvent dans les pays communistes, on l'a vu dans la Chine, on l'a vu dans le Vietnam. Et effectivement, vous avez une assemblée avec un président. Le président, notamment entre 1975 et 1986, va être le prince Suphanuvong, qui est en fait surnommé le prince rouge, qui a été membre très tôt du Viet Minh. Vous avez le Premier ministre qui est choisi par le Politburo du Pathet Lao pour 5 ans. Mais effectivement, ce Premier ministre va être entre 1975 et 1991, la figure de Khaesson Phomvihane, et en 1992, il va devenir président jusqu'à sa mort. Donc, le pays va devenir membre de la CERN en 1997, mais aussi membre de l'Organisation internationale de la francophonie. 3% des Laotiens sont francophones, mais à peu près, d'après les chiffres de l'OIF, un tiers des élèves au Laos sont scolarisés dans la langue de Molière, ce qui fait que vous avez un nombre effectivement important de francophones au Laos. Le Laos va être adhéré à l'OMC en 2013. Alors, justement, concernant l'économie, on vient d'en parler. Effectivement, c'est des réformes importantes ont été opérées au milieu des années 80. Et à l'exception de la crise asiatique, effectivement, le Laos va avoir un taux de croissance assez important qui continue, vous voyez, au début des années 2000. Alors, effectivement, c'est une économie qui doit tout développer. Donc, effectivement, ça peut expliquer pourquoi le taux de croissance est important. Mais effectivement, il faut noter que c'est considérable, entre 5,8% à 5,5% pendant 20 ans. Et seul le Covid a effectivement freiné cette croissance. Concernant le PIB, vous voyez qu'il était en 2000 à plus de 1,73 milliard de dollars et qu'aujourd'hui, il est à presque 19 milliards. Donc, il a été multiplié par 20.
le PNB par habitant est passé de 300 $ à plus de 2535 $. Le taux de chômage est plutôt faible et la monnaie utilisée par le pays était le kip laotien. C'est la monnaie qui a retardé l'adhésion du pays à l'OMC puisqu'elle n'était pas convertible auparavant. Au niveau du secteur, c'est un pays qui disposait très peu d'industrie et donc logiquement, vous voyez qu'en 2000, le PIB du Laos était encore composé à 50% du secteur primaire, donc de l'agriculture. Et l'agriculture fournissait près de 80% de l'emploi. Aujourd'hui, l'agriculture est à 20% du PIB, donc c'est quand même assez important, et continue d'occuper 50% de la population. Donc c'est quand même important. C'est une agriculture qui pourrait être encore plus importante dans la mesure où, en raison des bombes non explosées pendant la guerre du Vietnam, eh bien, un certain nombre de surfaces ne sont pas cultivées. Mais parmi les surfaces cultivées, on peut notamment noter que le Laos est autosuffisant sur le riz et qu'il produit également de la patate douce, de la canne à sucre, du maïs et également le café des Bolovens. Le bois, puisque 20% du pays est boisé, et vous avez quelques matières premières comme l'étain, le granit, le calcaire, mais ce ne sont pas des ressources conséquentes. Au niveau du secteur secondaire, ce qu'il faut noter, c'est l'énergie hydroélectrique. On l'a noté, 80% du potentiel hydraulique du Mékong. Et justement, dans le Laos, vous avez notamment un certain nombre de barrages et effectivement la transformation des aliments en matière industrielle qui sont responsables d'une industrialisation naissante du Laos. Mais effectivement, la balance commerciale du Laos est régulièrement déficitaire puisqu'elle importe beaucoup plus des produits de ses pays voisins qu'elle en produit. Au niveau des principales exportations, donc on peut nommer les vêtements, les produits électriques, le bois. Et effectivement, vous avez une diversité du secteur, notamment le secteur tertiaire qui se développe de plus en plus autour du tourisme. Parmi les principaux grands groupes du pays, on peut citer Petrolimex, qui est une société dans l'énergie laotienne, la brasserie Lao et le groupe Saoban, qui est une société de produits alimentaires. Alors, concernant la culture, j'ai décidé de choisir trois écrivains. Le premier, Pierre Somchin Ngum, qui est un écrivain laotien qui est né à Luang Prabang, qui a publié en 1944 la statuette merveilleuse, c'est ce qui fait de lui le premier écrivain lao moderne. Vous avez ensuite Duong Deon Bunyon, qui est la fille d'un autre écrivain, qui est aussi une grande érudite lao. C'est une spécialiste aussi des tissus du Laos. Elle fait souvent la promotion de la culture et l'art laotien. Elle a été justement diplômée de l'université d'Amiens en France. Et enfin, vous avez Mati Do, qui est ici, qui est une laotienne américaine et qui est la première femme laotienne qui réalise des grands métrages. Concernant la gastronomie, alors on peut noter d'abord l'ap, qui est une salade de viande hachée avec souvent vous avez du porc. Vous avez le tam mak ong, qui est ici une salade de papaye verte avec une salade rafraîchissante. Vous pouvez rajouter du piment, vous voyez, du citron vert ou la sauce de poisson. Ici, vous avez le mokpa, qui est en fait du poisson qui est en fait chauffé dans une feuille de bananier. Et vous avez le kiao piak sen, qui est une soupe de nouilles au poulet. C'est un bouillon qui est souvent mangé avec des nouilles du riz, du poulet et des légumes. Pour finir, au niveau du sport, alors le principal sportif que j'ai trouvé, c'est Sukphasai Sittisane, qui est un judoka laotien qui a participé aux Jeux Olympiques de 2016 et 2000. Mais effectivement, le sport traditionnel, ça va être le katao, qui est en fait un dérivé du sepak takraw. Donc en fait, c'est du football, mais football-volley. Enfin, c'est du volley, mais au lieu de jouer avec les mains, vous jouez avec les pieds. Vous avez aussi la Muay Lao, qui est une version laotienne de la Muay Thai. Et bien sûr, la pétanque, qui est un héritage de l'époque coloniale qui est très connu, et aussi des combats de coqs qui y jouent. Le Laos a commencé à participer aux Jeux Olympiques depuis 1980, mais n'a gagné aucune médaille. Alors, pour finir, quels sont les défis de Laos? Alors, les défis sont géopolitiques. D'abord, effectivement, ça va être, vous voyez, un pays qui dépend énormément de ses ressources naturelles en raison de l'absence d'industrie. Et parmi ces ressources, effectivement, l'exportation de ces minerais et surtout l'hydroélectricité. Et du coup, ils vont dépendre de la fluctuation des prix mondiaux. Ensuite, le fait d'être enclavé ne va pas faciliter le développement du pays. Effectivement, il va dépendre constamment de ses voisins. Enfin, l'impossibilité de naviguer sur le Mékong, comme on l'a vu, va renforcer l'enclavement du pays. Concernant le défi économique, on voit que le PIB a augmenté par 20, mais effectivement, elle bénéficie surtout à une minorité. Et effectivement, encore une grande majorité de la population laotienne n'a pas accès à l'éducation ou à la santé. Un taux d'alphabétisation très bas,
comparé aux autres pays de la région. Et il manque un personnel médical de qualité puisque beaucoup sont partis dans les années 70. Et enfin, les défis environnementaux, on voit que 20% du pays est boisé, mais qu'elle est victime de la déforestation. Et l'exploitation minière a effectivement des impacts également sur l'environnement. Voilà, comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Voilà, je vous remercie à tous et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.